Bonsoir Marion. Bonsoir David, bonsoir à tous. Khamenei réapparaît donc aujourd'hui. Et oui, le voici. Et la première chose qui attire l'attention, c'est qu'il est impossible de dire où se trouve Khamenei. Le cadre de l'allocution, ce rideau ou encore ce portrait sont les mêmes que la semaine dernière lorsqu'il se trouvait dans son bunker. Clairement, il s'agit d'une volonté délibérée de façon à ce qu'on ne puisse pas le repérer. Pour le reste, même allocution, même ton monocorde, même s'il semble encore plus fatigué, et même rodomontade, l'Iran a gagné la guerre. Écoutez. لازم میدونم به ملت بزرگ ایران با اون همه هیاهو با اون همه ادعا رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریباً از پا درآمد و له شد. Les États-Unis en prennent aussi pour leur grade. Écoutez. جمهوری اسلامی سیلی سختی به گونه آمریکا نواخت. اینی که جمهوری اسلامی دسترسی داشته باشه به مراکز مهم آمریکا در منطقه و علیه اونها هر وقت مقتضی دانست اقدام بکنه، این حادثه کوچکی نیست، حادثه بزرگی است. در آینده هم این حادثه قابل تکرار است در صورتی که تعرضی صورت بگیره. هزینه دشمن، هزینه متعرض قطعاً بالایی خواهد بود. Si une attaque se produit, donc si nous sommes attaqués à nouveau, mais ce n'est pas à proprement parler un discours belliqueux. D'ailleurs, dans cette allocution, il y a ce qu'il dit, Marion, et il y a aussi ce qu'il ne dit pas. Oui, tout à fait. Il s'abstient de toute déclaration belliqueuse. Il s'abstient de toute déclaration sur le programme nucléaire. Il s'abstient aussi de toute déclaration sur la reprise des négociations. Pourquoi s'interroge-t-on sur sa possible mise à l'écart ? Eh bien, le New York Times publie cette enquête sur les rapports de force au sommet du pouvoir. Il a eu accès à 4 hauts responsables iraniens. Tous déclarent qu'en l'absence d'Ali Khamenei, les responsables politiques et les commandants militaires formaient des alliances et se disputent le pouvoir. Ils affirment aussi qu'un homme tire son épingle du jeu. Il s'agit du président iranien Massoud Pezeshkian, 70 ans, élu l'année passée. Une image n'échappe à personne. Pezeshkian s'offrait il y a quelques jours un bain de foule à Téhéran alors que les bombardements étaient toujours en cours et que Khamenei se cachait. Pezeshkian est de fait un réformateur qui ne remet pas en cause, bien sûr, le régime des mollahs, mais qui n'est pas un artisan de l'affrontement avec l'Occident. Selon ces mêmes sources, sa faction, qui semble avoir le dessus actuellement, prône la modération et la diplomatie. Il a publiquement manifesté sa volonté de revenir à la table des négociations avec les États-Unis, même après le bombardement des installations nucléaires iraniennes par Donald Trump. Face à lui, la faction conservatrice. Une lutte d'influence est engagée. Pezeshkian est critiqué publiquement, notamment par cet homme, Saïd Jalili, 59 ans, partisan de la ligne dure de Khamenei qui détient la majorité au Parlement. Il a même remis en cause ce qu'il qualifie de cessez-le-feu surprise. Il condamne aussi tout retour aux négociations nucléaires avec les États-Unis. Merci Marion. Rim, je me tourne vers vous d'abord. Quelle impression avec cette première allocution depuis 8 jours ? Khamenei, en fait, apparaît amoindri physiquement. Il est encore plus fatigué qu'il ne l'était. Après, c'est un vieil homme. Hein. Il a 86 ans, si je ne me trompe. Il est atteint d'un cancer. Et puis, il vient de vivre 12 jours. Je pense qu'il était dans un bunker quelque part avec beaucoup de bombardements autour de lui. Donc, ce n'est pas une expérience très plaisante ou reposante. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, ce que je vois aujourd'hui du régime iranien, c'est qu'il joue le temps long avec beaucoup de patience. On peut l'appeler peut-être patience stratégique, on verra. Le régime iranien ou Khamenei ? En fait, pour le moment, on ne peut pas parler d'une vraie division entre Khamenei d'un côté et le reste du régime. De toute façon, on savait qu'à sa mort, il allait y avoir une lutte du pouvoir à l'intérieur de ce régime. Ce qui est terrible pour les Iraniens, c'est que quoi qu'il arrive, il semble qu'aujourd'hui, ceux qui restent les mieux placés pour garder le pouvoir et le contrôle d'une main de fer sur ce pays, c'est quand même ce régime avec ses différentes factions, que les oppositions n'ont pas encore de
d'opportunité pour reprendre le pouvoir. Et de l'autre côté, on voit qu'ils sont en train de jouer maintenant une carte qui dit ils vont préserver le régime et leur survie au pouvoir, même en faisant le dos rond sur peut-être une perte de leur programme nucléaire. Peut-être pas, ça va être une question déterminante pour l'avenir, leur capacité. Alors il est clair que leur programme nucléaire est atteint, et il est atteint de manière importante. Mais la question réelle, c'est est-ce qu'ils ont encore quelques capacités pour le ressusciter et reprendre leur enrichissement qui sera plutôt clandestin et plus clandestin qu'avant encore. On y viendra tout à l'heure en détail. Simplement, question encore, puis je vous donne la parole. Présenter cet homme, Pezeshkian, donc le président élu, comme non pas un opposant au régime des Mollahs, mais disons en tout cas un partisan d'une coopération, peut-être en tout cas de la fin d'un affrontement qui, selon lui, ruinerait l'Iran avec l'Occident. Est-ce que c'est juste ? Mais ça peut faire partie d'une stratégie, c'est-à-dire ils se disent aujourd'hui, la priorité c'est la survie de ce régime. Et si la survie de ce régime dépend d'une discussion avec les États-Unis, de faire le dos rond, il faut le faire. Et Pezeshkian est un très bon candidat pour ça, parce qu'il ne fait pas partie des gardiens de la révolution, et parce qu'il a eu des discussions directes. On l'a vu par exemple parler au téléphone avec le président Macron 2 fois au cours des, je pense, 4 ou 5 derniers jours. Donc c'est quelqu'un qui a des relations directes avec certains en Occident et qui est en capacité de continuer à parler, parce qu'en plus c'est son ministre des Affaires étrangères, Araghchi, qui est dans les négociations, soit avec les Européens, soit avec l'envoyé spécial de Trump, Witkoff. Négociations qui vont reprendre. Oui, à la fin de la semaine prochaine. Reprendre. Et Khamenei n'en dit pas un mot. Pas un mot. N'en dit pas un mot. Pourquoi ces rodomontades, Vincent ? Parce que la version qui nous est présentée, nous avons infligé une gifle terrible aux États-Unis. On sait que tous les missiles ont été interceptés, qu'il avait même prévenu à l'avance pour qu'ils le soient. Israël a été au bord de l'effondrement. Depuis mon premier séjour en Iran, voilà un peu plus de 30 ans maintenant, j'apprends la rhétorique persane de la République islamique. La débâcle est un retrait tactique, le revers est une victoire, la piqûre d'épingle devient un cinglant camouflé infligé à l'ennemi, et on vous ouvre les portes de l'enfer plus souvent qu'à votre tour. Donc ça fait vraiment partie, je dirais, de la rhétorique maison. Et est-ce qu'il est cru quand il dit ça ? Honnêtement, est-il cru et suivi par l'Iranien moyen urbain ? Certainement pas. Il ne l'est que par le socle idéologique du régime et une partie de la population, notamment dans des provinces reculées. Pour le reste, depuis 1993, donc, premier voyage dans ce pays par ailleurs magnifique, j'entends parler de tensions entre, grosso modo, les dogmatiques et les pragmatiques. Ça a toujours été comme ça. Et le Majlis, le Parlement iranien, j'en ai été le témoin plusieurs fois, est souvent le théâtre d'empoignades tout à fait homériques. Simplement, ce qui me paraît plus important, c'est, Marion l'évoquait, l'apparente montée en puissance de la figure du président Pezeshkian. Alors, président élu, on se calme, il est élu parmi des candidats qui ont été dûment sélectionnés. C'est un peu en France comme si vous pouviez élire quelqu'un entre la droite du MoDem et la gauche du Parti républicain, hein, parce qu'ils sont présélectionnés en fonction de leur gage théologique et de leur loyauté au régime. Mais il y a un truc plus important que ça, c'est que en réalité, en Iran, le président est au mieux le 2e personnage de l'État, voire le 3e. Et c'est effectivement le guide suprême, donc héritier direct de l'ayatollah Khomeini, qui contrôle les leviers du pouvoir judiciaire, de l'armée, des médias, etc. Mais ce qui est exact également, c'est que mes derniers séjours, à la fin des années 2010, il y avait un débat sur l'institution même du guide suprême. Et ce qui avait été totalement tabou pendant des années, vous savez, il y a un principe qui s'appelle le velayat fakhri en persan, ça veut dire en fait la primauté du spirituel sur le temporel, grosso modo. Hein. Donc le primat absolu du religieux. Et des gens très élevés dans la hiérarchie du pouvoir me disaient, mais au fond, on est en train de se demander s'il ne faut pas mettre un terme après le retour chez les ancêtres de l'actuel guide, à cette institution, et par exemple lui substituer à un triumvirat collégial, voilà, de dignitaires, etc. Parce que c'est peut-être plus... Et donc le président, dans cette
configuration-là pourrait devenir un personnage Pardon, plus je vous éminent. interromps, mais il faut rappeler que Khamenei n'est que le deuxième homme depuis la révolution islamique de 79 à exercer cette fonction. Il y a eu Khomeini pendant 10 ans. Absolument. Depuis la mort de Khomeini, il a pris le relais 79. depuis 1989. Il est toujours là. Et d'ailleurs, quand il est propulsé dans le fauteuil de Khomeini, beaucoup d'éminents théologiens, ce qu'on appelle les marjas, c'est-à-dire les sources d'imitation, le plus haut degré de la hiérarchie chiite, expliquent que ces qualifications théologiques sont extrêmement médiocres. Donc, il est propulsé donc d'une manière un peu artificielle. Dernier point, parce que l'essence de son pouvoir est religieuse. Et donc, c'est pas quelqu'un qui sort, c'est pas quelqu'un qui participe à des sommets, à des cénacles, etc. Donc, il sort peu, il reçoit encore moins. Sa place n'était pas comme le président dans ses manifestations. Absolument. Mais dernier point, parce que ça renvoie justement à la spécificité du chiisme iranien. Et donc cette disparition n'est pas si étrange que ça. Ce qu'on appelle le chiisme duodécimain, donc, parce que c'est la vénération de 12 imams. Et on attend le dernier, qu'on appelle le Mahdi, qui doit revenir sur Terre, etc. Bon. Et on vénère deux figures dans l'Iran chiite, le martyr. Et précisément le Mahdi, donc ce qu'on appelle l'imam occulté, l'imam caché. Et donc le fait de disparaître de la scène, au fond, ça renvoie aussi à cette psyché religieuse très singulière de l'islam chiite. Et vous, Jean-Dominique, que retenez-vous de cette réapparition ? D'abord, il y a quelque chose de surréaliste à entendre le guide suprême parler. On a infligé, on a quasiment détruit Israël et battu l'Amérique. Mais il faut tenir compte de la rhétorique du régime, et la rhétorique, plus que la rhétorique du régime, il y a des aspects culturels profonds. Ce qui est écrit, ce qui est dit, compte parfois plus dans la représentation que la réalité des faits. Et donc, ça peut influencer pas mal de gens. Enfin, qu'on dit ça, nous, on observe ça avec une certaine ironie. Mais ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on est ironique que des gens n'y croient pas. Alors, Khamenei, il est la clé de voûte du système. Le système iranien repose en fait sur deux grandes forces, deux grandes structures, le clergé, les gardiens de la révolution. Il est l'homme, donc le clergé très organisé, très puissant, partagé entre différentes tendances religieuses, de sensibilités différentes, c'est vrai, ce que nous disait Vincent, et les gardiens de la Révolution, qui étaient les groupes fanatiques, mais qui se sont considérablement enrichis, qui contrôlent au moins la moitié de l'économie. Voilà. Donc, le guide suprême, Khamenei, lui, est l'homme qui incarne l'alliance de ces deux groupes. Donc, c'est pour ça que c'est important. Il a été placé là pour ça. Parce qu'il représente ça. Donc si jamais il disparaît, est-ce qu'un autre équilibre peut être trouvé entre ces deux forces sociales, ces deux groupes sociaux, et par ailleurs, les débats qu'il y a à l'intérieur qui n'opposent pas, comme on le dit tout le temps, les conservateurs aux réformateurs, qui opposent en réalité des opportunistes et des gens qui ne sont pas opportunistes parce qu'ils croient à ce qu'ils font. Et donc, les opportunistes, c'est les gens qui sont, comme on dit, aux échecs, qui seraient prêts, sans doute, à sacrifier la reine, le programme nucléaire, pour sauver le roi, le régime. Et donc, le régime avec les privilèges qui leur sont accordés. Le régime avec les privilèges économiques, notamment, qui leur sont accordés. Avec les privilèges économiques, avec l'influence, le fait d'avoir de l'argent, d'en avoir sans doute plus si le régime se réforme. Donc voilà. Et de garder le pouvoir, surtout. Il s'agira sans doute pas de le donner à l'opposition et sans doute pas aux descendants du Shah d'Iran. Ça, c'est les rêves de certains. J'y crois assez peu. Voilà. Général, la remarque du haut gradé du militaire face à cette déclaration. C'est un régime qui veut sauver sa peau. Il est en menace existentielle, c'est un peu ce que vient de dire Jean-Dominique. C'est son avenir qui est en jeu. Maintenant, on est en train d'habiller une vraie défaite, il faut quand même le dire. C'est une vraie défaite iranienne, quoi qu'on puisse en dire. Et la question que je me pose, c'est pas tellement dans les propos qui ont été tenus, c'est ce qui va se passer après. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Effectivement, on vient d'évoquer les négociations, d'ailleurs, dont Trump a parlé. On va négocier la semaine prochaine. Et ce que j'entends depuis 2 jours, c'est que les négociations, je ne vois pas la destruction du système nucléaire militaire iranien. Je vois qu'on va essayer de le préserver d'une manière ou d'une autre. Quand on voit que le Parlement iranien vient de voter finalement un retrait de l'AIEA, c'est quand même assez grave. C'est quand même de la provocation. J'appelle ça de la provocation. Et à la place d'un Donald Trump, quand même,
même s'il doit être très prudent sur l'usage des armes, il y a un moment, il va peut-être avoir la moutarde qui lui monte au nez, oserais-je dire. Et peut-être montrer que sa détermination n'est pas anodine, et ce qu'il a fait une fois, il serait capable de faire une deuxième fois si les Iraniens n'étaient pas plus conciliants. Parce que ce que j'entends depuis 2 jours, c'est qu'ils ne sont absolument pas conciliants. Ils considèrent qu'ils ont gagné. Je regrette, ils ont perdu.